Au cours de cet interminable conflit, une invention va radicalement changer l'art de la guerre et l'architecture militaire. Construite en pleine guerre de 100 ans, à partir de 1361, ces fortifications caractérisent parfaitement la dernière partie du Moyen-Âge, au cours de laquelle le conflit opposant le royaume de France et celui d'Angleterre connaît plusieurs phases successives de fortes tensions. Au cours de cet interminable conflit, une invention va radicalement changer l'art de la guerre et l'architecture militaire, la poudre. À la fin du XIVe siècle, de multiples pièces d'artillerie apparaissent sur les champs de bataille et à l'intérieur des citadelles. La diffusion de l'artillerie commet des dégâts considérables sur les courtines, sur les murs des enceintes des châteaux. En tirant depuis un tube des boulets de pierre, plus petits que les boulets des grosses catapultes, sur une muraille, on peut faire brèche quand même sur cette muraille aussi efficacement et l'arme est plus facilement transportable. Donc la cuirasse, l'enceinte, le château doit s'adapter aussi aux canons naissants. Dans un premier temps, on se contentait d'élargir un peu les archères, de concevoir aussi des ouvertures de tir pour les canons, avec des bouches à feu, des archères canonnières, puis des canonnières. Et puis petit à petit, on conçoit vraiment des tours dans lesquelles on peut installer des canons. Si les premiers boulets en pierre ne sont pas très efficaces pour démanteler les murailles, l'apparition des boulets en fonte au milieu du XVe siècle va changer la donne, car leur puissance de destruction est dévastatrice. On parle du boulet qui fait brèche, parce qu'au lieu d'éclater sur les murs, il fait éclater le mur. Le canon plus fort, le canon plus performant, lui, il impose l'adaptation de l'architecture du château. Pendant tout le XVe, on commence à faire des fortifications beaucoup plus résistantes. On fait plutôt des forteresses plus trapues, avec des tours dont les épaisseurs de mur peuvent dépasser les 10 mètres, pour résister justement à l'impact de la nouvelle artillerie. Les châteaux vont désormais être bâtis ou adaptés pour résister à une artillerie de siège de plus en plus puissante, de plus en plus maniable, employant des boulets pesant jusqu'à 200 livres, environ 90 kg, et de 42 cm de diamètre, parfois cerclés de fer ou entièrement en fonte. Un meilleur dosage des poudres assure au tir une plus grande régularité. Désormais, l'artillerie est en mesure de concentrer ses tirs sur n'importe quel point du rempart et donc de créer des brèches. Et c'est la fin vraiment des châteaux forts de pierre médiévaux tels qu'on les imagine. À la fin du XVe siècle, plus aucune muraille ne peut résister aux canons. En Nouvelle-Aquitaine, le château de Bonaguil, aménagé entre 1445 et 1482 par un seigneur mégalomane sur l'emplacement d'un château du XIIIe siècle, va bénéficier d'améliorations capables de le faire résister au perfectionnement de l'artillerie. Une enceinte aux murs massifs protégeant l'entrée, appelée barbacane. Un donjon en forme d'amande et présentant une pointe profilée. Plus d'une centaine de canonnières percées dans les murs, ainsi qu'un boulevard ceinturant l'ensemble et protégé par des postes de tir installés dans les fossés et au pied des remparts. Les châteaux qui prennent ces formes architecturales adaptées à l'artillerie, à l'impact de l'artillerie avec ces très grosses tours d'artillerie, ce sont le fait de très très grands seigneurs ou des rois. La confiance dans les châteaux ne faiblit donc pas. Mais ceux qui sont construits à partir du XVe siècle sont très différents de leurs prédécesseurs. Ils sont de plus en plus enfouis, afin d'empêcher que les tirs d'artillerie n'ouvrent des brèches dans leurs murs d'enceinte. La forteresse de Sals, aux portes des Pyrénées-Orientales, est de cela. Construite à la fin du XVe siècle sur ordre du roi d'Espagne, elle défend alors la frontière avec la France. Son plan général innove considérablement et annonce les fortifications modernes dont Vauban sera l'un des maîtres incontestés. Sals est un exemple de césure. C'est la fin du château fort. On ne peut plus parler d'un château médiéval, même s'il en garde un petit peu l'aspect et les dispositions, c'est déjà une citadelle. Avec des très grosses tours d'artillerie aux murs très épais, et la défense se fait par des canons à l'intérieur de salles voûtées qui sont des casemates avec des systèmes de ventilation pour que les servants d'armes ne soient pas intoxiqués par les fumées de leurs armes. Donc c'est très solide. On fait évoluer pour des formes plus trapues, plus résistantes. Le chemin de ronde a lui aussi été conçu pour accueillir des canons.
et des tours ouvertes à la gorge sont détachées de la forteresse comme autant de défenses avancées. Les murailles, élargies à leur base, sont épaisses de 14 mètres et s'enfoncent dans les fossés afin de les protéger des coups directs de l'assaillant, ne laissant dépasser du glacis que la partie nécessaire à l'artillerie. Les fossés sont protégés au moyen de canonnières percées au bas des courtines. En élévation, ça ne ressemble plus du tout à un château du Moyen-Âge. On n'a pas des hautes tours, on a des tours qui s'enterrent, qui ont des murs très très épais, mais dans lesquels finalement les boulets vont venir mourir plutôt que de faire éclater toutes les maçonneries. Donc on a l'enterrement de la fortification, le début de ce que l'on va appeler aussi l'architecture bastionnée, donc des constructions de terre, un certain échelonnement aussi en profondeur de la défense. On a plusieurs lignes de défense, on repousse les canons très très loin. Mais on n'est plus ni dans la forme architecturale, ni dans les fonctions dans le château médiéval. La forteresse de Sals incarne véritablement la fin d'une époque. Les châteaux forts sont amenés à disparaître du paysage de nations de plus en plus centralisées. Leur déclin symbolise aussi l'agonie du système féodal. La disparition des châteaux tient à la paix interne dans le royaume de France. Une fois la guerre de Cent Ans finie, le XVIe siècle, bien sûr, il y aura encore les guerres de religion, mais progressivement, on n'a plus besoin de châteaux défendus. Donc, l'émergence de la royauté, la naissance de la monarchie féodale, progressivement pacifie le territoire et les châteaux, dans leur aspect le plus militaire, meurent de leur belle mort. Redevenu le fait du prince qui autorise et commande sa construction, le château se transforme en palais, en résidence d'agrément dont les beautés et les fastes architecturaux symbolisent le prestige du royal commanditaire. Chambord, dont les travaux sont supervisés par François Ier à partir de 1519, en constitue le parfait exemple. C'est vrai que quand on visite Chambord, qui est présenté comme le grand château, un des premiers grands châteaux de la Renaissance, on n'est plus du tout dans un château fort, un château médiéval, et pourtant c'est un château à part entière. On conserve certains attributs défensifs, comme la tour, les créneaux, les machicoulis, qui deviennent un décor, qui deviennent un symbole du pouvoir politique. Oui, Chambord est un château d'apparat, comme tous les châteaux de la Loire, des châteaux superbes, où le roi fait venir aussi le savoir-faire de l'Italie. Leonardo da Vinci a demeuré dans ces châteaux à la demande des grands seigneurs de la royauté française. Nous sommes dans un contexte qui est tout à fait différent. On est dans des zones qui sont complètement pacifiées pour des siècles. Dans le même temps, les rois poursuivent leur entreprise de démantèlement des forteresses. Henri IV en fait abattre plusieurs pour éviter, dit-il, qu'elles ne servent de repère aux ennemis de l'autorité royale. Tout est dit. C'en est fini des châteaux forts et des châtelains tout-puissants sur leurs terres. Une grande partie de la vie des nobles va désormais se dérouler au plus près de leur souverain, à la cour. Et Louis XIII, puis Louis XIV vont poursuivre l'entreprise de démantèlement. Louis XIII, Louis XIV, Richelieu, ce sont des grands destructeurs de châteaux, puisque pour eux, c'est une volonté de mettre fin aux guerres de religion et d'instaurer un ordre monarchique, une volonté effectivement de mettre à bas tous ces symboles qui sont aussi des symboles d'un temps passé. Souvent, on se contentait de démonter les créneaux, les organes défensifs, les symboles de la défense. Bon, dans d'autres cas, les châteaux ont été complètement, effectivement, démolis et les pierres employées ailleurs. À la Révolution, on détruit tous les symboles, justement, de l'autorité seigneuriale. Et les châteaux étaient laissés à l'abandon. Certains ont servi de carrière de pierre. Donc, on a eu un peu la mode des ruines romantiques du 19e siècle.